Rencontre avec Jean-Baptiste Colbert. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Retrouvez-les sur Facebook, Instagram, YouTube et en podcast. Bonne rencontre. Reims, la ville du Nord où nombre de rois de France furent sacrés. C'est là que je suis né, le 26 août 1619. Ma mère, Marianne Pussort, est fille du seigneur de Cernay. Nicolas Colbert, mon père, est seigneur de Vendières. Il est issu d'une famille de riches hommes d'affaires, comme vous dites aujourd'hui. Les finances et le commerce me sont donc familiers, et ma famille a des appuis dans la sphère politique. J'étudie d'abord dans un lycée jésuite, puis, en 1634, à 15 ans, mon père m'envoie à Lyon chez un banquier où je me forme au commerce. Et ensuite chez un notaire, à Paris, pour étudier le droit. Mon premier emploi, je le trouve auprès d'un cousin. Il est premier commis du département de la guerre de Louis XIII. Me voilà donc débutant ma carrière dans le domaine militaire. En 1640, à 21 ans, je deviens commissaire ordinaire des guerres. Un peu grâce aux relations et à la fortune de mon père, je le reconnais. Mon travail consiste à négocier le ravitaillement des troupes où elles se trouvent. Je voyage donc et rencontre beaucoup d'officiers qui souvent sont des nobles. En 1649, je deviens secrétaire privé du secrétaire d'État à la guerre, mon beau-frère. Oui, j'ai épousé en 1650 Marie Charron, fille fortunée d'un conseiller du roi. Peu de temps après, je suis présenté au fameux cardinal Mazarin. Quel personnage! Et quelle fortune aussi! L'une des plus grandes de France. On m'en confie sa gestion, et cela durera pendant 10 ans. À cette époque, je suis conseiller du roi et participe donc à la gestion des finances de l'État. Je m'acharne à les rendre plus saines. Dans ce but, je crée la toute première comptabilité publique de notre histoire. Elle permet d'établir un budget avec calcul des ressources, dépenses et fonds. De quoi parler finances plus rationnellement. Mais ce sera en partie en vain, car la guerre, de Hollande notamment, et la générosité du roi vis-à-vis de son entourage grèvent nos fonds publics. C'est le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, qui contrôle à l'époque l'ensemble des finances du royaume. Cela me contrarie dans mes velléités de gestion moderne. Alors, je décide de le discréditer auprès du roi. Oui, à chacun ses armes. En 1659, je rédige donc un dossier sur lui dans lequel je fais état de malversation de sa part. Malversation purement prétendue, bien sûr. J'écris notamment que moins de 50% des impôts collectés arriveraient jusqu'au roi, ce qui signifie que Fouquet s'enrichit illégalement. Sa disgrâce débute. À l'hiver 1661, le cardinal Mazarin, peu avant sa mort, me recommande à Louis XIV. Il lui aurait dit « Sire, je dois tout à votre majesté, mais je m'acquitte de ma dette en lui présentant Colbert. » C'est ainsi que mon roi me fait intendant des finances en mars de la même année. Fouquet résiste tant qu'il peut, mais en septembre, il finit par être démis de ses fonctions et emprisonné.
Le roi décide alors de gouverner personnellement, sans principal ministre. Il met en place un conseil royal des finances, que je lui ai conseillé de créer. J'en fais partie avec 2 autres personnalités et m'occupe plus particulièrement de l'administration des finances, mon cheval de bataille de toujours. À la cour, je suis désormais très proche du roi. Mais je ne m'en vante pas. Je ne suis pas d'une nature très extravertie. Et puis il n'est pas nécessaire d'en rajouter. On ne m'apprécie pas vraiment à la cour. J'ai même entendu dire que Madame de Sévigné m'avait surnommé le Nord, parce que je lui parais très froid. On m'a ainsi reproché d'être austère, ambitieux, voire orgueilleux, et même avare. Le peuple n'apprécie pas que j'aie réorganisé la fiscalité pour mieux répartir l'effort sur tous. Peu m'importe, je continue de servir le roi et ma patrie. Et pour le faire plus efficacement encore, en 1665, je deviens le contrôleur général des finances, un peu comme un ministre en 2019. Et en 1669, me voilà secrétaire d'État de la Maison du Roi et secrétaire d'État de la Marine. J'acquiers d'autres responsabilités encore qui me permettent de travailler à la réorganisation de l'économie du royaume. Mon but est simple, rendre la France et son roi toujours plus prospères. Pour y réussir, j'ai une recette. D'abord, le royaume doit acheter peu, et à bas prix, des matières premières aux pays étrangers. Ne pas trop dépenser, c'est primordial. Ensuite, le peuple de France doit produire lui-même des produits plus élaborés, pour les revendre ensuite plus cher aux autres nations. Ainsi, le commerce se fait-il en notre faveur. On dépense peu, et on gagne bien plus. C'est une stratégie qui implique que l'État soit actif dans la conduite des affaires. On appelle cette politique économique le mercantilisme. Mais après moi, elle prendra le nom de colbertisme. Et j'en suis très fier. Pour importer les matières premières en France, puis pour exporter les produits fabriqués vers l'étranger, il faut une efficace marine marchande, et qui ne connaisse pas d'entrave à ses déplacements. C'est pourquoi, pour la protéger, je lance la construction de plus de 200 navires de guerre. De 18 unités en 1661, nous passons à 276 en 1683. Côté port, j'en fais moderniser certains comme ceux de Toulon et Brest, et en crée de nouveaux tels Rochefort et Lorient. À mon époque, les bateaux sont en bois, et dotés de mâts puisqu'à voile. Mais les forêts du royaume ne sont plus très productives, alors je lance la grande réformation des forêts royales. Je rétablis les droits du roi sur cette ressource naturelle, et je fais replanter quantité d'arbres, ce qui permet aussi de préserver l'indépendance nationale en termes de matériaux de construction et de sources d'énergie. Bref, dès 1670, tous les bateaux de notre marine ne sont plus faits qu'en bois français, une vraie satisfaction. Pour produire français, il est nécessaire de mieux organiser et contrôler les corporations. Je crée également, avec le soutien de mon roi bien sûr, des manufactures royales, l'équivalent de grandes entreprises étatiques. Pour former les ouvriers qui y travaillent, je fais venir des artisans étrangers comme des vitriers et drapiers flamands et des verriers vénitiens. Ainsi naissent la manufacture royale de glace, de miroirs et celle de tapisserie, qui existe encore au XXIe siècle. Pour favoriser les échanges commerciaux, je veille aussi à développer les axes de transport au cœur de la France. Je lance des travaux sur les grandes routes qui sillonnent le pays et en fais tracer de nouvelles aussi. Je fais également percer le canal des deux mers qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. J'utilise aussi nos colonies pour enrichir la France en fondant des compagnies coloniales françaises, la Compagnie des Indes orientales pour l'océan Indien, celle des Indes occidentales pour les Amériques, celle du Levant pour la Méditerranée et l'Empire ottoman, celle du Sénégal et son escale à Gorée, et celle du Nord.
Je leur adjoins les comptoirs commerciaux de Pondichéry et Chandernagor sur les côtes de l'Inde, une nouvelle colonie à l'embouchure du Mississippi et appelée la Louisiane, l'île Bourbon qui deviendra la Réunion. Et pour que le travail soit le plus rentable possible dans ces lointaines provinces françaises, je tente de créer un cadre juridique pour rationaliser les relations entre les propriétaires terriens et les légions d'esclaves qui travaillent dans les colonies. Pour ces derniers, j'envisage ainsi un statut entre hommes libres et biens meubles. Mon roi promulguera ce code en 1685, mais il ne sera jamais vraiment appliqué. Il en restera surtout ce nom de Code noir. Certes, je pense que la France doit être grande du point de vue économique, mais aussi au niveau culturel. Alors, en 1663, je fonde l'Académie des inscriptions et belles-lettres, puis l'Académie des sciences en 1666, celle de musique ensuite, et aussi l'Observatoire de Paris en 1667. La même année, je suis moi-même élu membre de l'Académie française. Et je persévère avec l'Académie royale d'architecture que je fonde en 1671. J'ai aussi réorganisé les académies de peinture et de sculpture. J'ai enfin voulu que le musée du Louvre soit enrichi, tout comme la Bibliothèque nationale. Bien sûr, la gestion des finances du royaume est toujours au cœur de mon travail. En 1664, je mets en place le premier tarif des douanes modernes, c'est le tarif Colbert. Il permet de taxer les marchandises qu'en France on ne parvient pas encore à produire de façon compétitive. En 1667, Louis XIV décide d'accentuer cette mesure protectionniste envers les Anglais et les Hollandais en particulier. Inutile de vous dire que ce conflit économique a, en partie, amené à une vraie guerre. Mais revenons à la situation intérieure. Après Fouquet, j'ai maille à partir avec un autre grand du royaume, le marquis de Louvois, secrétaire d'État à la guerre. Il utilise les fonds publics avec si peu de parcimonie. Et d'autres dépenses s'ajoutent, les premiers travaux menés à Versailles, les largesses de mon roi, ses courtisans, bref. Malheureusement, Louvois excelle dans le domaine des intrigues plus que moi à cette époque-là, et il me vaincra presque. Mon roi commence à me mal voir. Finalement, c'est la mort qui l'emportera. Je décède le 6 septembre 1683 au cœur de Paris, rue des Petits Champs. Je dois dire que l'hommage des Parisiens au passage de mon cercueil ne fut pas des plus chaleureux. Une preuve de plus de mon impopularité. C'est en l'église Saint-Eustache que mon tombeau est déposé, un chef-d'œuvre de sculpture dessiné par le fameux Charles Lebrun. Mais je n'y suis pas entier, si je puis dire. Mes jambes, oui, mais mes autres restes ont été transférés en 1787 dans les catacombes de la capitale. À propos de capitale, j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi travaillé avec acharnement à son embellissement. Les rues de Paris étaient boueuses et mal éclairées, je les ai transformées. J'ai multiplié les grandes places et les portes triomphales telles que celles de Saint-Denis et de Saint-Martin, encore debout au XXIe siècle. À proximité du Louvre, j'ai créé un jardin, appelé les Tuileries. Une colonnade sur la rue de Rivoli le borde. Autant de travaux dont vous pouvez encore admirer le résultat. Merci à Xavier Simonin qui a prêté sa voix à Colbert. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Retrouvez-les sur Facebook, Instagram, YouTube et en podcast.
Bonne rencontre